Bonjour à tous, merci beaucoup de vous joindre à ce webinaire. On va commencer dans quelques minutes, le temps d'attendre que l'ensemble des participants se joignent à nous. Merci beaucoup. Merci à nouveau à tous les nouveaux participants qui viennent de nous rejoindre. On va attendre encore 1 ou 2 minutes avant de commencer. Merci beaucoup. Parfait. Bonjour à tous. Nous allons commencer ce webinaire. Merci à tous de vous connecter et de passer un petit peu de temps avec toute l'équipe. Ce que je vous propose, c'est très rapidement de vous donner quelques règles sur le webinaire. Donc, voilà, essayez de mettre vos téléphones portables en mute et d'utiliser surtout la fonction chat qui est très utile. Et vous verrez, il y a un certain nombre de sondages et de questions qu'on vous posera à travers ce chat. Donc, sur toutes les questions, vous pouvez notamment liker, entre guillemets, les questions qui vous semblent pertinentes ou en tout cas celles sur lesquelles vous souhaiteriez avoir une réponse. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous voyez une question que vous souhaitiez poser également, à faire un petit like et comme ça nous permettra de mieux gérer le flux des questions. Voilà, je vous propose qu'on fasse un tout petit tour de table sur les présentateurs. Donc Anaïs et Aldo, je vous laisse allumer votre caméra et vous présenter. Oui, bonjour à tous. Anaïs Varin, j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer certains d'entre vous. Je suis consultante, formatrice et chef de projet pour Catras. Donc, j'interviens notamment sur les évaluations externes comme chef de projet, donc pour tout organiser et puis vous accompagner, et également comme évaluatrice. Donc, c'est notamment à cette occasion que j'ai pu rencontrer certains d'entre vous. Donc, au plaisir de vous revoir aujourd'hui, puis j'espère qu'on pourra vous apporter quelques éclairages sur ce qui nous attend.
Bonjour à tous, à mon tour, je profite pour me présenter. Effectivement, pour certains d'entre nous, on se connaît déjà. Ça me fait plaisir de vous revoir. Pour ceux que je connais pas, ça me fait plaisir aussi de vous retrouver dans ce webinaire. J'espère qu'il sera très instructif. Effectivement, on pourra parler de différents sujets qui nous intéressent tous. Et pour ma part, voilà, j'ai travaillé en tant que formateur, consultant et auditeur également dans le secteur médico-social, notamment beaucoup dans le domaine de l'évaluation externe. Voilà, et donc sur les thématiques du webinaire qu'on vous mentionnait effectivement dans l'invitation, donc un petit point sur l'actualité réglementaire donc concernant le nouveau référentiel et le nouveau dispositif. Ensuite, les principes clés du nouveau référentiel et évidemment une séance de questions-réponses qui sera relativement importante, au moins une vingtaine de minutes, pour que ce soit un webinaire productif pour vous. Donc, on vous fait une petite rapide présentation de CATRAS. Je pense que là, beaucoup de nos intervenants, beaucoup des inscrits connaissent déjà un petit peu CATRAS, mais voilà, en quelques mots, quelques chiffres. Donc, on a été créé en 2007, donc maintenant, on a un peu plus de 15 années d'expérience dans le monde médico-social. On a une douzaine de collaborateurs salariés, on fait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et depuis donc notre autorisation, notre habilitation de la part de l'HAS, on a réalisé un peu plus de 700 évaluations externes. Et on fait un peu plus de 2000 journées d'intervention par an. Un point important, évidemment, on a un ancrage très très fort dans le social et le médico-social. On a également 3 autres pôles d'expertise, ce qui nous permet aussi d'avoir une activité quand même qui est un petit peu diversifiée et de, on va dire, passer parfois des trous d'air, on va dire, en termes d'évaluation externe, certaines années. Et donc, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une pérennité à la fois dans les équipes et puis dans l'harmonisation, on va dire, des différents rendus et des différents rapports. Nos activités dans le social et le médico-social, je vais pas les lister entièrement, mais voilà, sachez qu'on est vraiment axé sur du conseil, de la formation, évidemment les évaluations. On accompagne aussi beaucoup de structures sur des référentiels de certification de services du secteur. Et puis, on a une activité qui se développe beaucoup, qui est en fait la mise à disposition de responsables qualité externalisés dans certains établissements. Et donc, ce qui nous donne vraiment une vision aussi très terrain, je dirais, de ce que vous vivez, vous. Et donc, l'évaluation externe ne se limite pas juste à évaluer. On a évidemment la plupart de nos évaluateurs qui sont constamment, je dirais, dans les établissements. Et donc, comme je le disais, on a une habilitation depuis 2009 pour réaliser. On a été parmi les premiers à obtenir cette habilitation et on espère qu'on sera parmi les premiers à obtenir l'accréditation COFRAC et l'habilitation HAS. Voilà, sur le slide suivant, je vais passer très rapidement sur les sujets thématiques qu'on connaît bien, donc, qui concernent à la fois le management et l'organisation, notamment tout ce qui est structuration du projet de service ou projet d'établissement. Évidemment, l'amélioration continue est au cœur de nos problématiques, donc la préparation des évaluations externes en 2022, qui est des formations qu'on dispense régulièrement, ou des formations comme être responsable qualité en SAD, SPASAD ou EHPAD, et puis des thématiques liées à l'hygiène, la sécurité, la gestion des risques, et évidemment tout ce qui concerne les RBPP. Sur ce slide-là, on n'est pas les cordonniers les plus mal chaussés, évidemment, puisque on a différentes certifications et habilitations. Donc, on est certifié ISO 9001 depuis la création de l'entreprise en 2008. On est également organisme de formation depuis 2008 et certifié Calliope depuis 2020, donc avec un petit peu d'avance par rapport évidemment aux exigences de la certification Calliope. Donc, habilité sur la HAS, par la HAS. Et un point relativement important, on a passé 2 audits internes en 2020 et 2021 selon les exigences de la 17020 qui s'avère être la norme qui va être retenue pour l'habilitation pour l'accréditation du COFRAC. Donc en ce qui concerne les évaluations externes. Donc on connaît déjà bien ces différentes exigences qu'on a appliquées effectivement aux audits et aux activités de pré-audit Calliope. Donc voilà, on s'appliquera évidemment le même niveau d'exigence sur la partie évaluation externe. Enfin, pour finaliser cette présentation CATRAS, donc en ce qui concerne nos secteurs d'intervention, voilà, évidemment tous les secteurs du social et du médico-social. Vous voyez évidemment un petit peu les différentes évolutions des évaluations externes qu'on a pu réaliser au cours des différentes années, qui épousent aussi évidemment le calendrier des différentes autorisations. Et donc voilà, et en tête qu'on a réalisé à peu près 60
évaluations externes dans le secteur des personnes âgées en moyenne par an, une vingtaine dans le secteur du handicap et à peu près 5-6 dans le secteur social. Vous voyez ensuite tous les types d'établissements qu'on a pu évaluer, hein, donc qui évidemment reflètent aussi la structure et le paysage français des ESSMS. Et évidemment, vous voyez l'ensemble des clients qui sont à la fois, on va dire, des groupes de taille importante, mais également ça peut être des associations, des CCAS, ce genre d'établissements, donc qui sont plus, on va dire, des indépendants. Voilà, je passe maintenant la parole à Aldo pour nous parler un petit peu du calendrier, du retour d'expérience du dispositif actuel et du nouveau dispositif. Super, merci. Alors pour commencer, on va vous demander une petite question. On a un petit sondage. On voudrait savoir effectivement qui a déjà expérimenté une évaluation externe. Il y a certains d'entre vous peut-être qui n'ont jamais eu la possibilité de participer à une évaluation externe. Donc pour nous, ça serait important. Vous verrez tout à l'heure une question qui va s'afficher. On voudrait bien connaître votre expérience, votre niveau d'information sur les évaluations externes. Et ça nous permettra également de rebondir sur la présentation qu'on va vous faire, notamment sur le retour d'expérience que nous avons eu. Comme Charles-Antoine le disait, effectivement, l'habilitation, on la porte depuis 2009. Et effectivement, depuis 2009, on a eu différentes vagues d'évaluations externes, ce qui nous fait aujourd'hui avoir un retour d'expérience d'environ 700 évaluations. Donc, si vous avez tous la possibilité de répondre à la question dans le sondage, ça nous sera très utile pour savoir si vous avez tous plus ou moins une expérience récente ou passée dans l'évaluation externe. OK. En attendant la fin de la réponse des sondages, je vais vous faire un petit retour sur le dispositif actuel en tant que tel. Effectivement, pour l'instant, suite à la censure du décret qui était censé pouvoir mettre en application le référentiel, effectivement, nous restons pour l'instant sur le référentiel, sur la méthode ancienne d'évaluation externe. Et voilà, quelques retours d'expérience peut-être qui vont parler à certains d'entre vous qui ont déjà vécu les évaluations externes. Du point de vue des évaluateurs, en fait, on constatait notamment le calendrier. Vous avez vu tout à l'heure, en fait, la disparité dans le nombre d'évaluations externes. C'était beaucoup lié à ces calendriers d'autorisation sur lesquels, sur une période de 15 ans, donc la plupart des établissements étaient concernés par la réalisation de 2 évaluations externes, donc à l'année 7 et à l'année 13. C'était pas les cas des services d'aide à domicile. Eux, ils étaient positionnés sur 5 ans. Entre-temps, il y a eu un changement. Donc voilà, sur toute cette période-là, on a eu beaucoup de changements dans le cadre de la volumétrie des évaluations externes, ce qui générait aussi parfois le manque de ressources d'évaluateurs externes, mais aussi parfois une demande très très importante sur certaines années et qui pouvait avoir un impact aussi sur l'offre d'évaluation externe. On a également constaté que il y avait une communication très différente entre les autorités, que ce soit les ARS, les conseils départementaux ou autres types d'autorités sur les attentes. On a vu parfois effectivement des attentes spécifiques pour la création d'un abrégé sous format Excel, sur format Word, avec un format particulier. Donc on constatait que avec nos confrères, on avait une difficulté à produire des rapports finalement qui étaient considérés des qualités, puisque en fonction des attentes de certaines autorités, on devait aller plus loin ou plus dans les détails dans certains items en dehors du décret qui était établi. Donc ça a été très difficile et c'était un vrai challenge aussi pour nos évaluateurs qui ont dû s'adapter tout au long de ces années sur différentes trames et rapports. Je ne sais plus, Anaïs, à quelle version on s'était arrêté, mais effectivement, on a fait évoluer très régulièrement nos rapports d'évaluation externe. Et malgré ça, on constatait que les autorités n'arrivaient pas effectivement à avoir une grille de lecture similaire, ce qui ressort aussi des attentes de l'HAS, c'est-à-dire aujourd'hui, on le verra tout à l'heure dans les modifications qui vont venir, mais une des attentes fortes, c'était de produire peut-être un rapport en version informatique, c'est-à-dire qu'il soit accessible via le site de l'HAS, puisqu'aujourd'hui, on sait que il nous était demandé une synthèse et un abrégé, mais qu'on ne pouvait pas rédiger que ça. C'est-à-dire, il était attendu quand même un rapport, et donc en fait, entre le rapport, la synthèse et l'abrégé, on arrivait facilement à des productions de 80 pages, voire 140 pages, qui étaient assez difficiles à gérer, et pourtant, c'était la commande
des financeurs, et c'était l'attente aussi dans le cas du respect du critère à l'époque de l'ANESM. Donc ça, c'était aussi un point sur lequel nous sommes en attente. Il se peut qu'effectivement, comme je disais pour la suite, on soit amené à avoir un rapport qui soit rédigé directement via une plateforme qui sera accessible du coup de manière publique. Donc ça fait partie d'une attente forte qui reste à confirmer par la HAS. Ok. Un écart aussi important qu'on voyait, c'était la formation des évaluateurs, la formation des personnes, le parcours, l'expérience. On voyait tout type de profils, avec des personnes avec plus ou moins facilité sur le terrain, effectivement, à poser des questions, à s'imprégner du sujet, d'autres personnes qui avaient une vision un peu plus théorique. Donc, on constatait effectivement que c'était important. Nous, comme Charles-Antoine l'a dit, effectivement, on a déjà fait l'exercice pour d'autres secteurs d'activité de se plier aux exigences de la norme 17020 qui, très certainement, sera la norme utilisée pour l'accréditation. Juste pour vous donner un point de repère, aujourd'hui, il y a certains certificateurs que vous connaissez. Voilà, ces certificateurs comme l'AFNOR, Bureau Veritas, CGS et tant d'autres, en fait, ce sont des certificateurs qui s'applient eux aux exigences d'un organisme qui s'appelle COFRAC, qui sera l'organisme du coup qui aura la charge de également évaluer les évaluateurs externes. Donc c'était un moyen pour l'HAS finalement de trouver une tierce partie. On attend encore effectivement le retour des échanges entre les deux pour définir. Il y aura l'accréditation qui sera basée sur une norme internationale, mais en complément, il y aura bien évidemment aussi un dossier d'habilitation. Donc l'idée, c'est que les personnes ou les organismes qui se présentent auprès de l'HAS pour demander l'habilitation aient passé précédemment par l'accréditation avec un audit annuel, ce qui permettrait effectivement de tout simplement constater que nous-mêmes aussi, on se pose la question sur nos pratiques, sur nos méthodes, sur notre organisation. Voilà. Bien évidemment, vous en doutez, c'est un sujet qui fait beaucoup polémique. Vous avez beaucoup d'indépendants aussi dans le secteur pour qui c'est un vrai sujet, un vrai problème. Donc en fait, il n'y a pas forcément un consensus sur ces thèmes. Ce qui est sûr, c'est que ça va générer aussi des synergies certainement entre évaluateurs pour pouvoir finalement, si jamais cette solution est retenue jusqu'à la fin, voilà, pouvoir avancer sur voilà, l'obtention de l'accréditation et l'habilitation des futurs évaluateurs externes. Ok. Alors un autre point important que certainement vous avez vu, c'était voilà le manque de lecture sur le niveau de maîtrise des indicateurs des établissements, c'est-à-dire on était censé produire un rapport dans lequel les autorités et puis bien évidemment vous en tant que nos partenaires étaient censés voilà pouvoir avoir une vision claire de l'état de l'établissement. Aujourd'hui, on constatait que la notion d'indicateur n'était pas forcément facile à adapter. Nous, par exemple, on avait choisi un niveau de maîtrise. On considérait que voilà, on n'était pas dans la certification, donc on ne pouvait pas mettre conforme ou non conforme. Donc, on essayait d'avoir 4 points de repère, donc avec des lettres qui nous permettaient finalement de identifier des pratiques qui étaient soit pertinentes et performantes, voire à risque, voire voilà gérées ou complètement inexistantes. Donc, ça permettait d'avoir des points de repère. Nous, aujourd'hui, on constate, on va parler tout à l'heure, qu'il y a la notion d'indicateur va être désormais plus importante. On va parler justement de traceurs ciblés. Pour ceux qui ne sont pas du sanitaire, voilà, on va rebondir sur ces questions-là. Mais voilà, c'est pour vous donner un panorama de tous les changements importants qui vont apparaître entre le dispositif ancien et le nouveau. Alors, je vais profiter pour passer la main à Anaïs Varin qui va vous parler de l'actualité réglementaire. N'hésitez pas, bien sûr, à répondre ou à poser vos questions, notamment. Si vous souhaitez échanger, vous pouvez aussi partager vos réactions via le chat. Avec grand plaisir, on va répondre à vos questions. Merci, Aldo. À nouveau, je vais vous demander de répondre à un petit sondage. On a vu ces dernières semaines, en accompagnant pas mal de nos clients, que certains n'étaient pas informés de certains textes réglementaires, des dernières informations qui étaient apparues. Donc, l'idée, ce serait pour nous aujourd'hui de savoir si vous avez vous-même eu un suivi, une veille des dernières informations, ou est-ce qu'il y a des éléments, en effet, voilà, en raison notamment de la crise sanitaire, qui vous sont peut-être passés à côté. Ça me permettra tout simplement de voir si il y a nécessité que j'insiste sur certains éléments ou si dans l'ensemble ça vous parle. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, si vous voulez avoir plus de détails sur certains éléments, n'hésitez pas à utiliser le chat surtout.
Très rapidement, pour vous faire un petit état des lieux de ce qu'il en est, de ce qui est apparu ces dernières années et de là où on en est aujourd'hui. Pour rappel, on a la loi de 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, qui a permis notamment à la Haute Autorité de Santé de reprendre la main sur pas mal d'éléments, dont les missions en lien avec les évaluations. Alors, non pas dans le sens de contrôle ou d'évaluation, hein. Ça reste les autorités de tutelle qui ont la main dessus, qui vont notamment définir les calendriers. Mais la Haute Autorité de Santé avait comme mission de refondre en fait le dispositif d'évaluation et de proposer ce nouveau référentiel que l'on attend tous avec impatience, et puis avec plusieurs méthodologies d'évaluation et des outils. Ce nouveau dispositif, il était prévu qu'on l'ait pour janvier 2021. Voilà, c'est ce qui était prévu à la base, mais après, on a tous vécu la crise sanitaire, on s'est tous retrouvés à ne pas pouvoir faire ce qui était prévu. La Haute Autorité de Santé n'a pas été épargnée. On a donc vu un report en fait du référentiel sur plusieurs mois, et puis ça a fini par un report à janvier 2022. Entre-temps, donc, on a eu plusieurs moratoires qui ont permis aux établissements de pouvoir, et aux groupes surtout, de pouvoir prioriser les évaluations à faire, notamment pour savoir qui passait son évaluation en 2020 ou en 2021, qui pouvait bénéficier d'un report et attendre de nouveaux référentiels. Ça a permis comme ça, pour ceux qui étaient en fin d'autorisation, qui attendaient les CEPOM, de quand même pouvoir faire leur évaluation en attendant ce report à 2022. Et puis pour les autres, voilà, il y avait cette option aussi de pouvoir bénéficier de ce nouveau référentiel et repartir sur quelque chose de nouveau. Finalement, je pense que vous l'avez tous vu ou entendu, le référentiel n'est pas sorti ce mois-ci, notamment parce qu'il a été censuré par le Conseil constitutionnel. Nous sommes donc en attente d'une potentielle nouvelle lettre interministérielle qui nous permettrait d'avoir peut-être un nouveau moratoire, ou bien une nouvelle date de sortie du référentiel qui nous permettrait de revoir le calendrier. En tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que du moins ce mois-ci, il n'y a pas eu d'évaluation. On attend de savoir du coup si on va pouvoir reprendre les évaluations sur l'ancien modèle d'ici le mois prochain, ou bien est-ce que nous attendons tous la sortie du référentiel que l'on attend depuis 2021, qui nous permettrait de repartir. Ce référentiel, il va modifier forcément l'approche que les établissements vont avoir. Aldo vous présentera après en quoi la méthodologie a changé. Mais ça va également changer pour les évaluateurs, puisque comme on vous le disait à l'instant, jusqu'ici, finalement, on était habilité par la Haute Autorité de Santé, mais il n'y avait pas plus de contrôle que ça des différents évaluateurs. Donc on a pu voir au fil des années beaucoup de disparités entre les uns et les autres, notamment sur les outils utilisés, sur les méthodes, sur les connaissances et les compétences. L'idée, c'est qu'on puisse garantir à l'avenir à tous les établissements médico-sociaux d'avoir affaire à des évaluateurs qui connaissent leur milieu, qui connaissent les établissements, qui savent du coup le fonctionnement d'un établissement et qui vont être en capacité de vous accompagner de manière vraiment qualitative. Encore une fois, le but d'une évaluation, c'est pas un audit, on n'est pas dans la certification, on n'est pas là pour vous donner une réponse binaire, c'est bien ou c'est pas bien, mais vraiment pour vous accompagner sans jugement en vous faisant des propositions d'amélioration de vos pratiques. Donc pour ça, on a vraiment cette attente, nous, en tant qu'évaluateurs, d'avoir cette accréditation COFRAC. Comme on vous le disait, nous, on est déjà dans l'exercice chez Catras, donc jusqu'ici, on a passé les différentes étapes sans encombre. Pas d'inquiétude du coup de notre côté pour la suite, mais ça nous rassure aussi de nous dire que vous allez pouvoir être accompagnés par des personnes qui vont être vraiment qualifiées pour le faire. Ce que l'on sait aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est donc que depuis la loi 2019, les évaluations internes ne sont plus obligatoires. Naturellement, l'idée, c'est qu'entre deux évaluations externes, on ne va pas vous laisser sans rien faire, hein. Vous vous ennuieriez, on n'en doute pas. L'idée, c'est plutôt du coup que vous puissiez continuer à travailler sur votre amélioration continue, mais plutôt en faisant apparaître dans vos rapports d'activité, par exemple. Vous n'aurez plus en fait de rapport à faire tous les 5 ans, comme c'était sous le format des évaluations internes encore hier.
L'idée, c'est quand même que vous puissiez démontrer votre démarche d'amélioration continue, mais en ayant un peu plus de souplesse sur la présentation. Au mois de novembre, on a un décret qui est sorti qui prévoyait du coup le rythme des prochaines évaluations. On change donc ce rythme qui était d'une évaluation à 7 ans et à 13 ans de votre autorisation. Aujourd'hui, on va passer à une évaluation tous les 5 ans. On reprend en fait le rythme des évaluations internes finalement, sauf que voilà, encore une fois, vous n'aurez qu'une seule évaluation. On n'attend plus de vous 2 rapports, mais un seul rapport tous les 5 ans qui sera rédigé par une personne de l'extérieur qui viendra en effet vous accompagner comme c'était le cas aujourd'hui. Ce décret, il a permis aussi de mettre en avant qui vont être les établissements prioritaires sur cette reprise des évaluations. Et donc, les autorités vont faire un calendrier, hein, bien entendu, vous serez informés d'ici cet été, en tout cas si on reprend les évaluations cette année, de qui passera son évaluation et pourquoi est-ce qu'on attendra vos retours. En tout cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les structures qui ont une autorisation qui a été délivrée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2008 devront transmettre leur rapport dans les premiers. De manière un peu schématique, pour vous résumer un peu la situation, ce qui était prévu sur le calendrier, c'était une phase d'expérimentation de nouveaux référentiels en fin d'année 2021, de façon à ce qu'en 2022, on puisse démarrer avec ce nouveau support. Bien sûr, il y avait une phase d'accompagnement de façon à pouvoir déployer le référentiel, que les établissements puissent se l'approprier, comprendre la nouvelle démarche et les nouveaux outils. En parallèle, nous, évaluateurs, nous étions également accompagnés de façon à pouvoir passer cette accréditation COFRAC, pouvoir repasser notre habilitation et pouvoir reprendre les évaluations à vos côtés à compter de l'été. Et les premiers résultats étant attendus en fin d'année, ça nous laissait le temps de nous organiser avec vous, de prévoir les dates pour réaliser les évaluations et puis d'organiser tous les retours. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les décrets sont bien sortis. On a bien eu le décret en novembre 2021. Par contre, voilà, le référentiel ayant été repoussé, ça laisse à présager peut-être un report des dates sur la suite du calendrier qui était prévu. Je vous propose maintenant qu'on vous présente la méthodologie et les outils en tout cas qui ont été mis à disposition lors de la V0. Et donc je laisse la main à Aldo qui va vous présenter tout ça. Très bien, merci Anaïs. Effectivement, on va rentrer en détail du coup sur les principes clés du nouveau référentiel. Alors, bien évidemment, dans le cas du webinaire, on n'a pas la possibilité de passer en revue chaque critère, mais bien évidemment, on pourra vous communiquer la version 0 du référentiel pour ceux qui ne l'ont pas. Sinon, le document, il est téléchargeable également en ligne. Et l'idée, justement, c'est de présenter les différentes questions. On va vous poser une question via l'outil sondage. Donc, si vous avez la possibilité d'y répondre, ça nous donnera un peu plus d'informations. Et du coup, on va rebondir sur les 3 méthodologies qui sont conseillées. Alors, un petit rappel, donc un petit bond en arrière pour juste mettre en parallèle et en perspective les 2 méthodologies d'évaluation. Donc, pour rappel, jusqu'à là, les évaluations externes étaient portées sur 3 grands chapitres. On partait d'un décret, donc le décret du 15 mai 2007, et sur lesquels, en fait, on posait des questions. D'une part, des questions très globales concernant l'appréciation de l'établissement, donc dans lesquelles on allait questionner le projet d'établissement, le projet de service. Pour les établissements concernés, on questionnait bien évidemment la convention tripartite, éventuellement le CEPOM, pour ceux qui étaient concernés. Et voilà, l'idée, c'était de voir la cohérence entre la mission de l'établissement et voilà, son pilotage, sa gestion de manière globale. Ensuite, on avait les suites de l'évaluation interne. Donc, on questionnait de manière très précise le qui, le quand, le comment par rapport à la méthodologie d'évaluation qui avait été choisie. Pour rappel, l'évaluation interne, l'établissement choisissait un référentiel ou pouvait créer un référentiel propre. Donc, en fait, c'était vraiment quelque chose de très spécifique à chaque établissement ou groupe. Et ensuite, on questionnait certains registres spécifiques, c'est-à-dire de manière très opérationnelle, des éléments concrets sur les structures, que ce soit sur les circuits, par exemple, je pense à circuit propre salle pour les établissements qui avaient de l'hébergement. On avait aussi des prestations liées aux usagers et aussi à la notion des compétences.
Donc, si vous voyez, cette transposition a été gardée par l'HS d'une certaine manière. En fait, aujourd'hui, on va avoir 3 grands chapitres. On va parler de la personne, l'usager, on va parler des professionnels et on va garder aussi cette notion d'établissement. Donc, en fait, on retrouve ces 3 grands chapitres. Par contre, les nouveautés, ce qui va changer, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on va mettre des termes très précis à peut-être des méthodes qu'on utilisait déjà, mais en fait, on ne les nommait pas comme telles. Je vous donne un exemple. On va parler de l'accompagnant tracé. Pour ceux qui ont une expérience dans le sanitaire, ça va vous parler comme la méthodologie patient-traceur en fait qu'on utilise. Et en fait, c'est tout simplement le fait de questionner, d'interroger des usagers. Donc, c'est quelque chose que, par exemple, nous, en tout cas pour Catras, ça faisait partie des incontournables de toute évaluation externe. Aujourd'hui, en revanche, l'idée, c'est de structurer davantage ces questionnaires et en fait, le mettre vraiment en lien avec des parties du référentiel. On aura aussi cette notion de traceur ciblé. Donc, on va parler, tout à l'heure, on parlait de ces notions d'indicateurs. Donc, parfois, dans un projet d'établissement, on questionnait les éventuelles fiches objectifs. On essayait de questionner la suite de certains indicateurs. Par exemple, dans les EHPAD, en fait, on questionnait certains indicateurs qui sont déjà mis en place depuis un moment. Voilà, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'effectivement, cette notion de traceur ciblé, elle s'applique à tout le monde, y compris dans le champ social. Donc, c'est là où on peut se poser un peu plus des questions sur, voilà, quel serait le bon indicateur, qu'est-ce qu'on va entendre par traceur ciblé. Et enfin, la dernière partie, c'est l'audit système. C'est ni plus ni moins que la méthode la plus connue en fait d'audit, dans laquelle en fait on va observer les documents, les procédures, les processus décrits. Ensuite, on va vérifier que sur le terrain, leur déclinaison elle reste pertinente et adaptée. Donc voilà, on fait ces changements vers ces référentiels. Et donc, justement, Anaïs va répondre sur la suite, donc sur les 3 différentes parties, donc la personne, l'accompagnement et l'établissement de service. Oui, en effet. Alors, comme Aldo vient de vous le présenter, finalement, ces thématiques, on les retrouve par rapport à l'ancien référentiel, puisqu'on avait bien une partie où on s'interrogeait sur l'établissement et les services. On vous interrogeait notamment sur votre projet d'établissement, quelle était votre ouverture de l'établissement sur son environnement, quelles étaient vos orientations, vos objectifs, etc. Ça, ce sont des éléments qu'on va retrouver. En deuxième temps, on va s'intéresser à l'accompagnement en fait, qui est mis en place. Donc là, on va retrouver toute la partie personnelle, comment vous organisez le contrôle des bonnes pratiques, comment vous accompagnez les professionnels, comment est-ce que ils sont informés par exemple des droits individuels, comment est-ce qu'ils s'assurent après d'assurer le parcours de leurs bénéficiaires, résidents ou usagers. Et ces éléments, on les retrouve en fait dans le parcours global de la personne et c'est finalement cette personne qu'on va retrouver au cœur de ce nouveau référentiel. L'idée, c'est vraiment qu'on recentre les évaluations sur l'usager. Et donc, on va tourner en fait tous les critères et tout le questionnement autour de l'usager. L'idée étant qu'à la fin, on ait quelque chose qui ressorte où on s'assure que le parcours de la personne a bien été respecté, que cette dernière est bien satisfaite. On lui garantit son droit de parole, ses droits individuels, les droits collectifs, bien entendu. On fait attention à tout ce qui va être prévention et gestion des risques. On s'assure qu'elle a bien les soins et l'accompagnement individuel dont elle a besoin. Dans le cadre de l'enfance ou de l'insertion, on va aller vérifier aussi qu'il n'y a pas de rupture avec la scolarisation, avec l'apprentissage, qu'il y ait bien une insertion par la suite dans du social ou pour du professionnel. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on retrouve l'usager au cœur de cette démarche. Et donc, pour ça, on va articuler les différents critères. L'idée étant que ce qui est mis en place au niveau des professionnels et au niveau de l'établissement soit tourné et pour orientation de répondre aux besoins et aux demandes de l'usager et garantir sa satisfaction au maximum. Je laisse Aldo, du coup, vous présenter les particularités de ce nouveau référentiel et puis les différentes méthodes. Très bien, merci Anaïs. Justement, on commençait à parler dans les chats, il y avait des questions au sujet de traceurs ciblés, donc effectivement, on va revenir sur ces critères. Alors, il y a un point très très important du référentiel. Dans la version qu'on va vous communiquer ou que vous pouvez trouver sur Internet, bien évidemment sur une V0, c'est-à-dire que avant la censure qu'il y a eu la méthodologie en cours, l'HAS s'est positionné sur deux groupes de travail. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé ou ont pu
participer à ces groupes. Mais dans tous les cas, voilà, cette production fait l'objet d'un consensus, on va dire, des critères qui sont applicables à tout établissement et service, c'est-à-dire à la fois dans le secteur personnes âgées, mais aussi ça va jusqu'au handicap et l'inclusion. Donc, bien évidemment, ce sont des critères très généraux dans lesquels, en fait, parfois, certaines structures, notamment dans le champ social ou handicap, ne s'y retrouvaient pas. Donc, ça fait partie aussi des questionnements qu'on avait. Alors, il était prévu au départ que l'HAS, en complément du référentiel, il nous avait été précisé qu'ils allaient produire ce qu'on appelait des grilles d'évaluation ou des grilles de lecture, tout simplement pour pouvoir questionner certaines spécificités. C'est-à-dire, on allait questionner, par exemple, certains types de prise en charge ou certains types d'établissements. Donc, on aurait imaginé un genre de référentiel un peu à tiroir dans lequel on aurait une version commune. Puis, en complément, en fonction de votre type d'établissement, service, prise en charge ou type de population accompagnée, des questions complémentaires. Par exemple, spécifiques à l'autisme, par exemple, spécifiques aux personnes âgées dépendantes, aux troubles du comportement, etc. Donc, en fait, cette production n'a pas abouti jusqu'au bout. Donc, ça fait partie des grandes questions que nous avons. Mais voilà, j'attire votre attention sur le fait que le référentiel actuel, bien évidemment, n'est pas la version finale. Et en complément, il y aura toujours la production des questions complémentaires qui viendront faire un plus à votre évaluation externe. Donc, nous attendons avec impatience, évidemment, la poursuite la production de ces grilles d'évaluation complémentaire. Et pour revenir du coup à la méthodologie, qu'est-ce qui va se passer? Ces grilles, en fait, on ne sait pas si l'HAS va imposer une méthodologie particulière ou va laisser le libre choix aux établissements. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, les 3 méthodologies que vous voyez, l'accompagnement tracé, les traceurs ciblés et l'audit système, vont faire partie intégrante du référentiel. OK. Alors, je reviens sur cette notion de accompagné traceur. Alors, pour rappel, pour ceux qui ont déjà vécu une évaluation externe, vous imaginez bien que la participation de l'usager sera incontournable. Donc, en fait, dans la méthodologie, l'évaluateur effectivement fait un choix avec vous, bien évidemment, pour choisir les personnes qui pourraient interroger. Alors, on attend de voir si effectivement il y aura des guides d'entretien préétablis ou des consignes pour définir ces guides d'entretien, mais l'idée, c'est tout simplement de questionner le parcours. L'idée, encore une fois, c'est de dire la personne, lorsqu'elle est interrogée par l'évaluateur externe, en fait, et c'est son confiance, c'est pas un jugement, et elle est aussi accompagnée éventuellement des parties prenantes, de sa famille, et en fait, l'idée, c'est qu'on soit en mesure de vérifier des informations sur le terrain et les questionner. Bien évidemment, ce sont des entretiens lorsqu'on est sur le terrain. C'est difficile de passer plus de 40 minutes avec les personnes. Donc, il faut être conscient que dans le cadre d'une évaluation externe, voilà, si vous ciblez déjà 4 ou 5 entretiens accompagnés de traceurs, ça risque d'être assez lourd comme organisation et gestion pour le temps dont vous aurez besoin pour préparer, pour anticiper, pour vérifier. Dans tous les cas, nous, on vous invite à commencer à préparer justement ces informations qui peuvent être complémentaires au questionnaire de satisfaction, peut-être que vous avez déjà mis en place, qui peuvent être complémentaires aux instances existantes comme un CVS ou éventuellement les établissements qui ont des commissions animation, commission repas, etc. Donc, entraînez-vous peut-être à cette méthodologie en disant voilà quelles seraient les informations du parcours qu'on souhaiterait questionner, poser des questions ouvertes et bien évidemment il n'y a plus d'évaluation interne, donc à un moment donné ça sera pertinent d'essayer de préparer l'évaluation pour que ça soit pas une surprise. Si jamais lors de votre évaluation interne malheureusement vous n'avez jamais interrogé les usagers, voilà, sachez que voilà ça sera dans tous les cas un vrai incontournable pour cette méthodologie et bien évidemment ça se prépare. Alors on va revenir aussi sur la notion de traceur ciblé. Alors la notion de traceur ciblé, c'est comme vous voyez dans cette pyramide en fait, on essayait de vous donner un exemple. On va prendre un taux, par exemple un élément qui va être chiffré. Alors soit ça peut être un élément quantitatif ou qualitatif. Donc vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir un ratio, mais par exemple je vous donne l'exemple de le taux d'absentéisme, c'est-à-dire pour les établissements qui ont déjà des dialogues de gestion dans le cadre du CEPOM, où vous avez des rapports d'activité dans lesquels voilà vous produisez déjà un certain nombre d'indicateurs.
vous pouvez très bien imaginer de partir, par exemple, d'un chiffre. Et ces chiffres sur le terrain, l'idée, c'est par la suite de questionner comme on arrive, par exemple, à 15, 20, imaginons 30%, je ne le souhaite pas, mais imaginons qu'on arrive à ce type de taux d'absentéisme. Dans ces cas-là, on va questionner les pratiques, qui, quand, comment, qu'est-ce qui fait que, quelles sont les causes qui nous amènent à avoir ces taux-là. Et ensuite, on remonte d'un cran pour essayer de voir si finalement il y a un écart entre ce qu'on avait prévu initialement, par exemple les fiches de poste, la charge de travail prévue, les consignes, s'il y a des contradictions, et on peut aller jusqu'à vérifier et questionner si finalement les objectifs et les orientations de la direction sont vraiment en cohérence avec ce qu'on voit sur le terrain. Donc en fait, l'évaluateur, dans les cas de traceurs ciblés, va faire ça. Va s'attendre effectivement à prendre un certain nombre de traceurs et en fait remonter le fil de cette manière-là. À différence de la méthode qu'on verra tout à l'heure, qui sera plus descendante. Donc là, ce qui reste à retenir, c'est cette notion de traceur. La sémantique, certes, n'est pas très médico-sociale, donc ça peut faire peur. C'est malheureusement la sémantique qui a été choisie par l'HAS pour l'instant, mais dans tous les cas, je pense qu'il n'y a rien de sorcier, si je peux le dire comme ça. Vous avez certains indicateurs que vous suivez déjà dans le cadre de vos établissements. Ce qui sera pertinent, c'est de voir lesquels peuvent être en cohérence avec le référentiel. Avec une question qui a été posée en disant, voilà, est-ce que ces traceurs sont déjà connus? Alors, non, pour l'instant, l'HAS ne s'est pas positionné. Nous, ce qu'on imagine qui va se passer, c'est que lorsqu'ils vont produire les grilles d'évaluation spécifiques par type d'établissement, ils vont produire des indicateurs associés. Alors, bien évidemment, vous imaginez que s'ils veulent avoir une cohérence et s'ils établissent des indicateurs par défaut, ça sera des indicateurs très généralistes. Très certainement, ils vont devoir laisser la main aux établissements, parfois, de choisir leur propre indicateur lorsqu'il s'agit de la prise en charge. Donc voilà, on attend ce type de précision. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, on vous invite à rester attentif. Nous aurons notre newsletter et aussi des informations via les réseaux sociaux. Dès que cette information sera communiquée, bien évidemment, on va la partager. Voilà, pour ceux qui n'ont pas cette information, voilà, comme je le disais, c'est l'idée c'est de tout simplement faire remonter des indicateurs avec une analyse des causes pour aller jusqu'à vérifier la cohérence des orientations de la direction. Et à contrario, je parlais de l'audit système, donc la méthode la plus connue d'audit dans laquelle effectivement on regarde d'abord au contraire les objectifs de la direction, le projet d'établissement, on va regarder les procédures, les documents, les fiches de poste et ensuite on vérifie qu'effectivement ce qu'on avait imaginé est bien décliné et bien cohérent sur le terrain. Donc les deux méthodologies vont coexister. Et en fait, les grands challenges qu'on attend de savoir, c'est est-ce que pour certains chapitres, il va être préconisé une méthode ou une autre? Est-ce que l'évaluateur aura le choix de faire les deux? Est-ce que ça fait partie d'une co-construction avec les gestionnaires? Voilà, ça c'est la grande question qui reste posée pour le moment. Voilà. Avant de passer à la suite, on souhaiterait juste vérifier, voilà, si vous avez tous accès au chat. On essaie de répondre au fur et à mesure aux questions. On va essayer de répondre également, peut-être à l'oral pour certaines. Alors, je fais un petit tour de table. Pour ceux qui ont accès au chat, on a posé des questions sur les compétences et les connaissances par rapport aux évaluateurs externes, donc, comme on vous l'a dit. Effectivement, aujourd'hui, on connaît les exigences de la 17020. Nous l'avons déjà mis en place en fait pour notre activité organisme de formation, parce que nous réalisons des audits, des certifications pour le compte de certificateurs sur Calliope. Donc, on connaît très bien toute cette méthodologie de structuration, de parcours d'intégration et des auditeurs. En revanche, effectivement, l'HAS pourrait très bien apporter des précisions sur leurs attentes sur le parcours, l'expérience de certains évaluateurs. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'HAS a exprimé, en tout cas de manière directe avec Catras et aussi via le groupe d'évaluateurs auxquels nous appartenons, qui n'ont pas la volonté de faire comme dans les sanitaires, c'est-à-dire ils ne veulent pas former eux-mêmes les évaluateurs et avoir la charge effectivement de vérifier leurs compétences. Donc ça restera évidemment un travail à faire via le COFRAC ou via chaque organisme. Alors, il y a une autre question effectivement qui était posée sur les traceurs ciblés. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, les traceurs ciblés, pour l'instant, n'ont pas été publiés. Est-ce que les traceurs existants qui étaient établis par certains organismes, il y avait l'ANESM aussi,
l'ANAP. Voilà, aujourd'hui, on ne sait pas. Pour l'instant, l'HAS ne s'est pas positionné et nous attendons effectivement qu'ils précisent s'ils vont produire des indicateurs ou si ces indicateurs seront conseillés et chaque organisme pourra se positionner en fonction. Voilà, je ne sais pas si Anaïs, Charles-Antoine, vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, n'hésitez pas. Et très rapidement, pour compléter l'information pour les évaluateurs. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que du moins ce qu'il est prévu, c'est que les évaluateurs externes passent une accréditation COFRAC avant de pouvoir repasser leur habilitation. Les moratoires qui ont été mis en place précisaient que les évaluations sous l'ancien format prenaient fin au 31 décembre 2021. Par conséquent, les habilitations étaient censées prendre fin en même temps, puisqu'on était censé, à compter du 1er janvier, basculer sur le nouveau référentiel et donc sur la nouvelle méthode pour les évaluateurs. Aujourd'hui, comme le référentiel a été repoussé, on n'a pas encore tous les détails, on ne sait pas exactement s'il va y avoir un cahier des charges commun travaillé avec le COFRAC et l'HAS qui va nous permettre du coup de faire finalement un 2 en 1, ou est-ce qu'il va falloir qu'on passe le COFRAC et par la suite pour répondre à nouveau à l'HAS sur un cahier des charges différent. En tout cas, aujourd'hui, il faut en effet s'attendre à ce que l'habilitation que les évaluateurs ont change et donc on refasse les démarches de façon à pouvoir être à nouveau évaluateur, puisqu'on va attendre des évaluateurs un niveau d'exigence supplémentaire. En complément du point de vue établissement, c'est-à-dire comment c'est préparé, quelle est la suite. Alors la première des choses, je vous dirais, vous avez accès au référentiel, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont ni plus ni moins que des pratiques déjà existantes, parfois déjà tracées, voire peut-être il y aura des nouveautés, mais vous verrez bien que voilà le référentiel. Alors nous n'avons pas pu participer parce qu'effectivement l'HAS n'a pas souhaité que les évaluateurs externes participent, donc normalement c'est un référentiel qui vient du terrain, qui a été créé par des professionnels. Donc voilà, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup des différences par rapport à ce que vous faites déjà. Mais ça serait très bien en fait de déjà faire un tour d'horizon des questions. Vous avez les 3 chapitres. Et en fait, ce qui serait pertinent, c'est pour l'instant, dans la version actuelle, vous n'aurez aucun traceur ciblé. Mais par contre, vous pourriez très bien commencer à imaginer par chapitre, donc vous avez le chapitre de la personne, l'établissement et les professionnels, quels seraient les traceurs ciblés que vous collectez déjà, peut-être, que vous suivez déjà dans le cadre de le pilotage de votre établissement, dans le cadre du reporting éventuellement, comme je l'avais dit, pour ceux qui sont en CEPOM, des échanges, des logs de gestion ou dans le cadre des renégociations avec les financeurs. Donc, vérifiez quels sont les indicateurs dont vous disposez déjà. Voyez comment éventuellement ces indicateurs peuvent être utiles ou anticiper l'évaluation. Et d'un autre point de vue, effectivement, il n'y a plus d'évaluation interne, donc il serait pertinent de travailler peut-être de manière progressive pendant toute l'année 2020 sur l'appropriation du référentiel auprès des équipes. Ça peut être aussi une piste. Certainement, il y aura des temps de formation, des mobilisations et d'appropriation pendant cette année-là. Et très honnêtement, vu les calendriers qui va nécessiter pour l'HAS de produire la version finale du référentiel et en complément, se mettre d'accord avec le COFRAC pour les habilitations, nous ne sommes pas très optimistes sur le fait que les évaluations vont reprendre dans les prochains 6 mois. Certainement, ça va nécessiter 8 mois, voire 1 an. Sauf vraiment actualité très, très changeante et dynamique, mais voilà, ça laisse un certain temps pour se préparer. Alors, une question aussi très importante, pour les établissements dont l'autorisation prenait fin en 2024, en 2023, voire en 2022, c'est très, très important que vous vous rapprochiez de vos autorités et de manière écrite, vous demandiez quelle est leur posture. Alors, on a vu tout. On a vu des autorités que même en sachant que pour l'instant, a priori, toutes les habilitations sont gelées, demandent malgré tout une évaluation externe. On a d'autres qui ont accepté effectivement d'attendre la publication, mais nous vous invitons effectivement à vérifier dans le cadre de votre situation et à contacter de manière écrite les autorités pour justement éclaircir la situation. On sait que voilà, d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre, on peut avoir des postures très très différentes, voire contradictoires. Donc, c'est important effectivement de garder une trace. Et puis, les interlocuteurs peuvent changer aussi. La personne qui vous a dit, vous a donné une indication, peut avoir un avis différent de son remplaçant éventuellement en 2023 ou 2024.
Pour répondre du coup à Madame Ponce, en effet, Catras va reprendre les recrutements d'évaluateurs. L'idée, c'est qu'on puisse rebondir et puis pouvoir répondre à un maximum de demandes de nos clients, bien entendu. Alors, les recrutements vont reprendre une fois qu'on saura ce qui nous attend. Notamment, quand est-ce qu'on pourra reprendre les évaluations, quelles vont être les attentes au niveau du COFRAC et de l'HAS par rapport au cahier des charges. Dès qu'on en saura un peu plus, en effet, sur ces éléments-là, on reprendra, nous, de notre côté, les recrutements. Et bien entendu, comme vous le disiez tout à l'heure, l'idée, c'est que nos évaluateurs suivent un parcours de formation qui soit adapté de façon à ce qu'ils puissent répondre aux attentes du COFRAC et être sûr de pouvoir accompagner les établissements correctement lors des évaluations. Donc, ça ne se fera pas dans les prochaines semaines et puis ça prendra forcément un peu de temps pour être sûr que les évaluateurs soient le plus près possible en fait de cette démarche et puis se sentent à l'aise également. L'idée, c'est que voilà, un évaluateur qui sait où il met les pieds est toujours plus efficace qu'un évaluateur qui va à tâtons. Et pour information, hein, l'accréditation COFRAC, c'est un process qui est relativement lourd à mettre en place. Donc effectivement, quand j'entends peut-être dans le chat que certains indépendants souhaiteraient voilà, aller tout seul à l'accréditation COFRAC, ça peut être un petit peu délicat. Et sachez qu'il y a, dans le cadre des recrutements qu'on envisage, il y a plusieurs évidemment périodes sur l'accréditation COFRAC. Il y a d'abord une période de recevabilité, c'est-à-dire que le COFRAC va regarder un dossier qui aura été réalisé, une évaluation qui aura été réalisée, et ensuite, ils vont continuer d'observer nos pratiques pour ensuite délivrer l'accréditation. Donc, ça se fera vraiment en 2 temps, et donc c'est un process, encore une fois, qui est long, qui prend du temps et qui va mobiliser pas mal de ressources. Très bien. Nous arrivons vers la fin de notre webinaire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous les partager via le chat. Nous allons répondre avec grand plaisir. Et bien évidemment, vous aurez le support à la suite. Il y aura une enquête de satisfaction. Pour nous, c'est très important aussi d'avoir votre avis. Et nous allons vous communiquer le support également avec nos coordonnées. Si vous avez des questions particulières par rapport à votre établissement que vous souhaitez partager en direct avec nous, n'hésitez pas à nous communiquer vos questions par mail. On sera ravis de vous passer un coup de fil et de répondre. Vous avez les coordonnées, vous avez l'actualité aussi sur LinkedIn et il y a une newsletter également. Donc, je vous invite à vous abonner à notre newsletter. Il y a également le site de la HAS. Vous pourrez également vous abonner à la newsletter de la HAS aussi. Et donc, nous attendons avec impatience la suite de la production des grilles spécifiques d'évaluation, des traceurs ciblés qui sont attendus de la part de la HAS et du cahier des charges, du coup, pour les habilitations et l'accréditation des organismes habilités. Voilà, et pour recevoir la présentation par email, dès qu'on va clôturer le webinaire, il y a un petit questionnaire de satisfaction, vous allez directement atterrir sur une page Google Form pour remplir un questionnaire de satisfaction. Dès ce questionnaire rempli, on vous enverra évidemment la présentation. Voilà, merci beaucoup pour votre temps, votre écoute et vos questions. Et puis, écoutez, on espère en tout cas collaborer très bientôt ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt.